Bonjour, nous sommes le 24 août 2022. J'ai commencé à faire des vidéos du genre de celle-ci en fin 2008. Voilà, je suis donc dans la 15e année. Ça fait un moment que j'essaie de vous tenir au courant de l'actualité en faisant des commentaires, soit assez spécifiques sur des sujets que je connais très bien, soit des remarques d'ordre complètement général sur les sujets que je connais moins. Ce qui m'a donné une certaine assurance de faire ce type de vidéo à partir de 2008, c'est que l'actualité était une actualité qui entrait véritablement, je dirais, dans le domaine de mes compétences. J'avais travaillé en particulier jusqu'en fin 2007, au moment où cette firme s'effondre, dans la firme américaine située au nord-ouest de Los Angeles, Countrywide Financial, dont j'avais déterminé déjà quelques années auparavant qu'elle jouerait le rôle capital dans l'effondrement qui viendrait lié à la titrisation des prêts subprimes, donc des prêts immobiliers à l'intention de personnes dont les moyens financiers sont extrêmement limités. Bon, j'ai travaillé d'abord dans le secteur prime, mais c'est à ce moment-là que j'ai rédigé un livre où j'annonçais ce qui se passerait dans le secteur des subprimes et la catastrophe que j'annonçais. Et ensuite, au moment où l'écroulement a lieu, je travaille véritablement, je suis au troisième niveau hiérarchique au sein de la firme, au département de gestion du risque. On pouvait difficilement être placé à un meilleur endroit pour relater en direct l'effondrement dû à cette crise, une crise dans la titrisation des subprimes. Depuis, il m'est arrivé de me prononcer sur des sujets d'actualité où mes connaissances, comme je viens de le dire, sont beaucoup plus comment dire, élémentaire, beaucoup moins détaillé, où je suis bien davantage, je dirais, un profane bien informé qu'une personne véritablement informée des dessous des différentes affaires. Si vous me suivez un peu depuis en particulier 2015, vous savez que je me suis passionné avec je dirais, le même degré de détail pour les aventures de M. Donald Trump, dont je voyais déjà à cette époque-là, ça fait quoi, c'est il y a 7 ans, dont je voyais qu'il avait là une personnalité du type caudillo, du type Führer, de type dirigeant fasciste, et j'ai commencé à vous alerter au moment où dans les primaires du Parti républicain, il est apparu comme un personnage qui a laissé sur place, qui s'est détaché du peloton de tête très rapidement et a laissé les autres derrière lui. Et depuis, sa progression est, je dirais, un peu plus chaotique, mais il n'est pas encore véritablement mis hors d'état de nuire. Alors sur ces questions-là, j'en sais davantage quand je vais vous parler, je veux dire, dans les minutes qui viennent de cela. Je me sens très à l'aise. J'ai lu tous les gros livres qui ont paru à ce sujet. J'ai lu quantité d'articles de journaux, de quotidiens, de revues. J'ai regardé quantité de programmes de télévision et je suis allé fouiller en profondeur dans les documents qui ont été diffusés. Même quand ceux-ci étaient abondamment caviardés, je savais suffisamment sur le contexte pour pouvoir un peu remplir un petit peu les parties couvertes de noir. Pour ce qui est de la guerre en ce moment en Ukraine, j'en sais beaucoup moins. Je consacre aussi beaucoup moins de temps à essayer de me tenir à jour. Ce qui m'inquiète, c'est comme vous, c'est d'avoir annoncé quand même, c'était quoi? C'était au mois de décembre dernier, d'avoir dit qu'il y a une guerre à potentiel thermonucléaire se dessinait à une époque où nous étions quand même très 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 peu nombreux à parler d'un danger de ce type-là. Bien entendu, les commentaires n'ont pas manqué, même ici, sur mon blog. Et ailleurs, sur le fait que j'étais un alarmiste qui parlait de choses qui n'avaient aucune probabilité de se produire. On en est toujours malheureusement à vérifier un certain nombre de choses qui ont eu lieu au fil de ces années que les choses les plus invraisemblables que j'annonçais en fait se vérifiaient par la suite. Pourquoi? Bon, c'est pas un don du ciel, c'est une capacité sans doute à être sensible à l'anomalie et à consacrer des heures et des heures et des heures à puiser, à chercher dans les documents.
Où en est-on sur à propos de cette guerre Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie? On en est, je dirais, toujours au même stade. Un certain nombre de gens me disent vous avez annoncé une guerre thermonucléaire et ça n'a pas été une guerre thermonucléaire. Ces propos, appelons-les par leur nom, sont ridicules. Ça peut éclater dans les minutes qui viennent. La progression du temps ne diminue absolument pas le risque qu'il y ait là une guerre thermonucléaire. Je dirais même bien au contraire. J'avais dit dès le départ que si la Russie perdait, le risque était d'autant plus grand parce qu'elle n'accepterait pas, je dirais, de perdre de manière gracieuse, gracefully, et que le risque de déboucher sur une guerre thermonucléaire augmenterait au fur et à mesure que la Russie perdrait dans cette guerre, ce qui est, je veux dire, ni malheureusement ni heureusement, ce qui est en fait le cas, une guerre qui s'embourbe. Je viens de voir un article qui dit l'Europe commence à se désintéresser du cas de l'Ukraine et quelques minutes plus tard, une nouvelle tombe que M. Biden vient signer un ordre qui libère $1 milliard en aide à l'Ukraine. Donc voilà, de ce côté-là, les choses se poursuivent. Ce qu'il y a, c'est qu'on est 6 mois maintenant dans cette guerre et en tout cas, la Russie, si elle n'a pas encore véritablement perdu, n'a en tout cas pas gagné de la manière fulgurante qui était sûrement imaginée à Moscou. Alors l'assassinat de la fille de M. Alexandre Douguin jette encore un peu plus comment dire, enlève encore un peu de clarté sur cette situation parce que les spéculations vont dans tous les sens. Est-ce que c'était elle qui était visée ou son père? La plupart des gens disent non, c'était certainement son père. Mais s'il s'agit d'une affaire interne à la Russie, il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un avertissement au père sous la forme de l'assassinat de sa fille. On a parlé bien entendu immédiatement d'implication de l'Ukraine. Mon intuition, qui ne vaut pas grand-chose dans ce cas-là, mais parce qu'elle repose sur insuffisamment d'informations, et qu'il ne s'agirait pas de l'Ukraine, qu'il s'agirait plutôt de quelque chose d'interne à la Russie, peut-être un acte de résistance, comme l'a prétendu une figure maintenant un ancien Premier ministre, figure maintenant de l'opposition en Russie. C'est possible. Règlement de compte parmi les poutiniens, c'est possible aussi, ces choses-là se passent. Mais je vais pas continuer à spéculer. Comme je vous dis, c'est quelque chose, je suis insuffisamment informé. Au contraire, sans doute, dans le cas de cette perquisition du FBI à Mar-a-Lago, le palace hôtel de M. Trump en Floride, où il a pris sa retraite, là on en apprend de plus en plus. Je vous ai tout de suite parlé du lien possible entre cette perquisition et du titre que j'ai donné à mon deuxième tome de mon ouvrage qui s'appelle La chute de la météorite Trump, quand je l'avais appelé Haute trahison, c'est-à-dire ma conviction qu'on découvrira un jour, comme la suspicion existe depuis longtemps et comme objet de l'enquête de la commission Mueller, non pas d'une collusion entre Trump et la Russie, mais d'une véritable collaboration. Alors, plus on en apprend sur cette perquisition, plus on en apprend sur les tractations entre le FBI au départ et Trump et ses avocats quant à ces documents, plus à mon sens, on va dans le sens véritablement d'une autre trahison. La presse a commencé par dire oui, ce monsieur n'a pas fait attention en triant les papiers qu'il a emmenés avec lui à la fin de sa présidence, et donc bien entendu il y avait des boîtes où il y avait des trucs qui étaient plus ou moins confidentiels. On n'en est absolument plus là. Maintenant la presse parle des inventaires précis des documents qui ont été pris. Je vous ai signalé tout de suite que la classification des documents qui ont été saisis tels que diffusés par les autorités juste après la perquisition montre qu'il s'agit véritablement d'un niveau d'espionnage. Le terme de Espionnage Act est mentionné parmi les raisons d'éventuellement inculper M. Trump. Espionnage Act, le mot veut dire la même chose en anglais qu'en français. Il s'agit bien d'espionnage. On pourrait imaginer à la limite encore
que certains documents voilà, qui restaient dans ces caves pourraient relever, je dirais, de manière tout à fait accidentelle de questions de renseignement. On en apprend de plus en plus, en particulier que M. Trump a fait un inventaire lui-même très précis de ces documents. Il les a tous regardés et a décidé ceux qu'il appelait comme étant les miens. Et voilà, les miens. Sa défense est du même ordre que celle de la fameuse plaisanterie rapportée par Freud à propos du monsieur qui se plaint qu'un seau qu'il a prêté à un ami lui est revenu troué, et l'ami lui répond: non seulement je te l'ai rendu sans le moindre trou, mais il était déjà troué au moment où tu me l'as prêté, et d'ailleurs je n'ai pas le souvenir que tu m'aies prêté un seau. C'est exactement du même niveau. Il accumule toutes les justifications, qu'en fait il avait le droit de déclassifier les choses, que de toute manière c'était à lui, etc. C'est exactement la même liste qu'on retrouve dans la défense de Trump par rapport à ces documents-là. Mais en fait, il savait exactement de quoi il s'agissait, puisqu'il a passé tout en revue et a décidé de garder un certain nombre de choses dont il n'ignorait pas qu'il était écrit top secret dessus, et non seulement top secret, mais une catégorie, je dirais, à l'intérieur du top secret, celle qui renvoie directement à des questions d'intelligence, de renseignement, c'est-à-dire en fait des documents qui peuvent mettre en cause et mettre en danger des sources d'informations, et en particulier la liste des espions des États-Unis dans d'autres pays. Donc plus on en apprend, plus Trump se défend sur ce plan, plus il apparaît qu'il ne s'agissait pas du tout de distraction de sa part, mais d'intention délibérée. Alors la presse était encore très gentille en disant bon, il gardait ça dans des caisses, et là on apprend que non, les caméras de surveillance montrent des caisses qui sont déplacées d'un endroit à l'autre après que Trump ait regardé ce qu'il y avait dedans, etc. C'est-à-dire ce n'est pas du tout passif, ce n'est pas du tout des boîtes qu'on a pris malencontreusement et qu'on a mis dans une cave. Non, il s'agit de documents dont Trump a fait le relevé, a décidé exactement ce qu'il allait cacher comme pouvant être gardé. Alors, la presse continue de dire, ben voilà, bon, il a gardé ça peut-être pour faire un livre, etc. Vous connaissez mon opinion, s'il a gardé ça, c'est pour en faire autre chose qu'en faire un livre. D'ailleurs, il n'écrit pas de livre, vous le savez bien, il n'en lit pas non plus. S'il a gardé ces documents, c'est parce que soit il en a déjà fait un certain usage, et là, si c'est le cas, cela pourrait éclairer, je dirais, l'arrière-plan du bras de fer en ce moment entre les États-Unis et les pays occidentaux et la Russie. Peut-être que la Russie sait un certain nombre de choses dont les Américains pensaient qu'il valait mieux qu'ils ne les sachent pas, et que la personne qui a agi dans ce sens, qui a fait que ces documents soient connus, n'est autre que l'ancien président Donald Trump. Quand ça apparaîtra, je dirais, dans les semaines qui viennent, on ne pourra pas s'empêcher, je dirais, de tirer les conséquences du côté des États-Unis du fait que tout ancien président, qu'il soit quelqu'un qui représente un tel danger pour la nation, doit être mis, je dirais, sous les verrous. On en saura sans doute davantage. Voilà un petit point sur l'actualité dans les dernières semaines de l'été, dans la mesure de mes moyens et à la hauteur des connaissances dont je dispose. Voilà, allez, à bientôt.